47 ans après son lancement, un vaisseau spatial de la taille d'une petite voiture a renvoyé une mesure qui a réécrit la carte de tout ce qui existe au-delà de notre système solaire. Voyager 1 venait d'entrer dans quelque chose qu'aucun instrument n'avait jamais touché, l'espace interstellaire. Et les données qui revenaient étaient de fausses. Le plasma était 40 fois plus dense que prévu. Le champ magnétique pointait dans la mauvaise direction. Et quelque part là-bas, des vagues de tsunami provenant de notre propre étoile ondulaient à travers une région qui était censée être silencieuse. Nous allons suivre ce signal tout au long du chemin, à travers le bord de l'héliosphère, jusque dans une frontière qui s'est avérée irrégulière, perméable et façonnée par des forces qu'aucun modèle n'avait pleinement prises en compte. Nous examinerons des bulles magnétiques, un ruban d'énergie qui encerclait l'ensemble du système solaire, un mur d'hydrogène au bord de notre bulle, et ce qu'un instrument des années 70 a accidentellement révélé sur la galaxie dans laquelle nous vivons réellement. Si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu et à vous abonner. Cela compte énormément pour nous. Le 12 septembre 2012, un signal est arrivé au réseau de l'espace profond de la NASA après avoir mis 17 heures à voyager de sa source jusqu'à la Terre. Il transportait des données d'une machine lancée en 1977. Et ce que ces données décrivaient a glacé les scientifiques sur place. Voyager 1 avait franchi l'espace interstellaire. Pendant des décennies, les scientifiques avaient une image fonctionnelle de l'endroit où le système solaire se termine. Notre étoile projette un flux constant de particules chargées dans toutes les directions, un courant appelé le vent solaire. Ce vent voyage vers l'extérieur sur des milliards de kilomètres jusqu'à ce qu'il perde finalement la bataille contre la pression de l'espace interstellaire environnant. Le point où il s'arrête, où le dernier souffle de notre étoile rencontre la galaxie elle-même, s'appelle l'héliopause. Les scientifiques avaient calculé approximativement où elle devrait se trouver. Ils avaient construit des modèles prédisant à quoi les conditions y ressembleraient, et ils avaient confiance en ces modèles. Voyager 1 a franchi l'héliopause et a immédiatement commencé à les démanteler. Le premier signe que quelque chose d'inhabituel se produisait est venu des détecteurs de rayons cosmiques du vaisseau. Pendant des mois avant la traversée, les scientifiques ont observé le nombre de particules arrivant de l'intérieur du système solaire chuter brutalement, tandis que les particules arrivant de l'extérieur augmentaient en flèche. Ce schéma avait été anticipé. Ce qui suivit ne l'avait pas été. Quand l'instrument d'onde plasma de Voyager 1 a commencé à renvoyer des lectures de l'autre côté, les chiffres ne correspondaient pas. Le plasma interstellaire, ce gaz chargé dilué qui remplit l'espace entre les étoiles, était bien plus dense que ce que les modèles standards avaient prédit. Pas légèrement décalé, environ 40 fois plus élevé que prévu. 40 fois. La densité du plasma est importante, car elle vous dit combien de matière remplit l'espace interstellaire et avec quelle force le milieu environnant repousse l'héliosphère. Les modèles avaient supposé un environnement bien plus vide. Ce que Voyager a trouvé était une région avec un poids réel, une pression réelle, un endroit qui repoussait plus fort que quiconque ne l'avait calculé. Et le champ magnétique était faux lui aussi. Les scientifiques avaient prédit qu'une fois que Voyager traverserait la frontière, la direction du champ changerait significativement, pivotant pour s'aligner avec ce que les astronomes avaient estimé pour le champ magnétique interstellaire local. Le magnétomètre de Voyager a montré que la direction du champ avait à peine changé. Elle restait proche de l'orientation du propre champ de notre étoile. C'était profondément déconcertant, et l'énigme ne s'est pas résolue rapidement. La traversée de l'héliopause a soulevé une question en couche. Si les conditions aux frontières étaient si différentes des modèles, à quel point comprenions-nous réellement la structure de la région que nous traversions depuis 35 ans? Et qu'est-ce qui attendait plus loin? L'équipe a passé des mois à analyser les données. Ils ont comparé les lectures des instruments, recoupé les modèles, et ont finalement confirmé ce que les chiffres montraient. Voyager 1 avait franchi la frontière.
La confirmation est venue en partie grâce à des mesures d'oscillation du plasma, une technique qui utilisait les instruments vieillissants du vaisseau d'une manière que leurs concepteurs originaux avaient à peine envisagée. Ce détail compte. L'engin n'a jamais été conçu pour mesurer directement le plasma interstellaire. Pourtant, il l'a fait. Et ce qu'il a mesuré a ouvert un gouffre entre ce que nous attendions et ce qui existe réellement là-bas. Un gouffre assez large pour forcer une refonte de toute la région frontalière. Avant que Voyager ne puisse atteindre l'espace interstellaire, il devait traverser une région dont la plupart des gens n'ont jamais entendu parler. Une zone qui se situe juste à l'intérieur du bord externe de l'héliosphère et qui se comporte de manières qui ont surpris presque tous ceux qui l'ont étudiée. Notre étoile exhale constamment. Le vent solaire s'écoule vers l'extérieur, dans toutes les directions, à environ 1,6 million de kilomètres par heure, près de la source, ralentissant progressivement à mesure qu'il s'éloigne. Pendant la majeure partie de ce voyage, le vent se déplace librement. Un flux supersonique de particules chargées creusant une vaste bulle à travers l'espace environnant. Cette bulle est l'héliosphère, mais l'héliosphère ne se termine pas proprement. À mesure que le vent solaire pousse vers l'extérieur, il entre finalement en collision avec la pression du milieu interstellaire, le gaz et la poussière qui dérivent entre les étoiles. Cette collision crée une onde de choc, une zone où le vent subit un ralentissement brutal. Les scientifiques appellent cela le choc terminal. Voyager 1 l'a franchi en 2004. Voyager 2 en 2007. Au-delà de ce choc, le vent continue de se déplacer, mais lentement, avec turbulence, mélangé à du matériel s'infiltrant de l'extérieur. Cette zone agitée entre le choc terminal et la frontière extérieure réelle s'appelle l'héliogène. L'héliogène s'est avéré étrange. Au lieu d'une couche lisse et comprimée de vent solaire ralentissant, les instruments de Voyager ont trouvé une région turbulente, grumeleuse et irrégulière. Le champ magnétique à l'intérieur se repliait sur lui-même de manières inattendues. Les flux de particules étaient inégaux. Et puis est venue une découverte qu'aucun modèle n'avait du tout incluse. Les scientifiques, analysant les données de Voyager, ont trouvé des preuves d'énormes bulles magnétiques à l'intérieur de l'héliogène. Ce sont des structures où le champ magnétique solaire, au lieu de courir en lignes ordonnées, se replie et se reconnecte avec lui-même, formant des boucles fermées de centaines de millions de kilomètres de diamètre. Elles sont invisibles, mais leur effet sur le comportement des particules est mesurable. Quand Voyager les a traversées, les instruments ont enregistré des changements distincts dans le champ local et les comptages de particules qui ne pouvaient s'expliquer que par cette structure de mousse. L'héliogène, la région que notre vaisseau a passé des années à traverser, ressemblait bien plus à une écume turbulente qu'à une zone tampon calme. Cela comptait pour une raison directement liée à la vie sur Terre. L'héliosphère dans son ensemble agit comme un bouclier partiel contre les rayons cosmiques galactiques, des particules de haute énergie accélérées par des explosions stellaires lointaines et d'autres processus violents dans la galaxie. L'héliogène fait partie de ce bouclier. Si elle est turbulente et irrégulière, ses propriétés de protection deviennent plus difficiles à calculer. La protection réelle que notre système solaire fournit contre le rayonnement galactique est plus incertaine que ce que le modèle de bulle lisse suggérait. Il y avait aussi une asymétrie qui émergeait dans les données. L'héliosphère ne pousse pas vers l'extérieur de manière égale dans toutes les directions. Notre système solaire se déplace à travers l'espace et ce mouvement fait que l'héliosphère s'amoncelle du côté avant, comme la proue d'un navire fendant l'eau. Du côté arrière, elle s'étire. La forme est plus proche d'une comète que d'une sphère parfaite, bien que le degré d'élongation réel restait un débat ouvert parmi les scientifiques. Voyager traversait une structure façonnée par des forces à l'intérieur et à l'extérieur, simultanément. Et ces forces extérieures étaient sur le point de révéler quelque chose qu'aucun vaisseau spatial n'avait directement détecté auparavant. La frontière que Voyager approchait fuyait.
L'héliopause était censé être un mur ferme. Le vent solaire d'un côté, le milieu interstellaire de l'autre, et une ligne nette entre les deux. C'était l'hypothèse de travail intégrée dans des décennies de modélisation héliosphérique. Les instruments de Voyager, à mesure qu'ils approchaient de la frontière, ont révélé quelque chose de plus proche d'une membrane sous tension. Dans les mois précédant la traversée confirmée de Voyager 1, ces instruments ont détecté des changements brusques répétés dans le comptage de particules de basse énergie venant de l'intérieur du système solaire et de particules de haute énergie arrivant de l'extérieur. Les comptages chutaient, puis augmentaient, puis s'inversaient partiellement, oscillant selon un schéma qui suggérait que le vaisseau franchissait et refranchissait partiellement un bord turbulent et instable. Les scientifiques ont décrit cela comme « voyager un passant à l'intérieur et à l'extérieur de la frontière plusieurs fois avant la traversée finale ». L'héliopause bougeait. La pression externe du milieu interstellaire n'était pas constante. Elle fluctuait. Et quand elle fluctuait, la position de la frontière se déplaçait. La frontière était dynamique, pas fixe. C'était la première confirmation directe que l'héliosphère respire. Elle se dilate et se contracte en réponse au changement tant du débit du vent solaire que de la pression du matériel interstellaire environnant. Pendant les périodes de forte activité solaire, un vent solaire plus puissant pousse la frontière plus loin. Pendant les périodes plus calmes, la frontière se rapproche. Les conséquences de ce mouvement sont réelles et mesurables. À mesure que la frontière se déplace, la quantité de rayonnement cosmique galactique atteignant le système solaire interne change. Ce sont des particules assez énergétiques pour endommager l'ADN et l'électronique. La respiration de l'héliosphère n'est pas une curiosité. C'est une variable active dans l'environnement radiatif que toutes les planètes à l'intérieur subissent, y compris la Terre. Mais la frontière faisait quelque chose d'autre qui était plus difficile à expliquer. Des particules la traversaient dans les deux directions. Les particules du vent solaire s'échappaient vers l'extérieur à travers l'héliopause dans l'espace interstellaire et des atomes neutres interstellaires entraient dans l'héliosphère depuis l'extérieur. Ce n'était pas le comportement d'un mur scellé. C'était le comportement d'une membrane perméable, une membrane qui filtre plutôt que de bloquer. Le filtrage se produit à cause de la charge. Les atomes neutres, ceux qui ne portent pas de charge électrique, peuvent traverser des frontières magnétiques qui dévieraient les particules chargées. Les atomes d'hydrogène interstellaire dérivent constamment vers l'intérieur, finissant par capter ou perdre un électron et devenir détectables. Un vaisseau spatial appelé IBEX, l'explorateur de la frontière interstellaire, a cartographié ce flux d'atomes neutres depuis l'orbite terrestre et a construit une image de la structure de la frontière qui complétait ce que Voyager mesurait sur place. Ce qui a émergé de la combinaison des deux ensembles de données était une héliosphère qui fuit, qui respire et dont l'épaisseur varie selon la direction. La traversée que Voyager 1 a effectuée passait par un point spécifique dans une frontière qui semble différente sous chaque angle. Et un angle en particulier a produit une mesure qui aurait dû être impossible à voir depuis la Terre. Un ruban lumineux d'énergie enveloppait l'ensemble du système solaire. Découvert par IBEX en 2009, ce ruban était sur le point de changer la façon dont les scientifiques pensaient à la forme de tout ce qui se trouve au-delà de nous. IBEX était conçu pour détecter des atomes neutres énergétiques, des particules qui voyagent en ligne droite depuis la région frontalière et peuvent être captées et comptées. Les scientifiques s'attendaient à ce que la carte montre un éclat à peu près uniforme, plus brillant dans certaines directions, plus sombre dans d'autres, mais globalement lisse. Au lieu de cela, la carte a montré un ruban. Une bande étroite et brillante d'émissions d'atomes neutres énergétiques courbant à travers tout le ciel en un arc balayant, 2 à 3 fois plus brillant que tout ce qui l'entourait. Il encerclait le système solaire. Et aucune théorie standard de l'interaction entre l'héliosphère et l'espace interstellaire n'avait prédit qu'il serait là.
Le ruban court à peu près perpendiculairement à la direction du champ magnétique interstellaire local. Cette géométrie est la clé pour comprendre ce qu'il est. Quand le vent solaire atteint la frontière et que ces particules passent à travers, certaines d'entre elles conservent suffisamment d'énergie pour voyager vers l'extérieur, dans l'espace interstellaire. Là-bas, le champ magnétique interstellaire local peut courber leur trajectoire vers le système solaire. Quand ces particules de retour réintègrent l'héliosphère et abandonnent leur charge, elles deviennent des atomes neutres voyageant vers l'intérieur, et IBEX les capte. Le ruban, dans ce modèle, est une région où la géométrie du champ magnétique interstellaire est orientée exactement au bon angle pour courber le plus grand nombre de particules de retour vers nous. Il cartographie en émission de particules lumineuses la forme du champ magnétique externe qui appuie contre notre bulle depuis l'extérieur. L'implication est significative. Le ruban nous dit que le champ magnétique interstellaire local est réel, structuré et orienté d'une manière qui façonne l'héliosphère de l'extérieur vers l'intérieur. Notre bulle est comprimée et guidée par un champ qui existe entre les étoiles. La forme de l'héliosphère, la position de la frontière, l'épaisseur de l'héliogène dans différentes directions. Tout cela est en partie déterminé par une structure magnétique qui s'étend bien au-delà de notre système solaire et se connecte à l'architecture plus large de la galaxie. Après qu'IBEX a publié ses cartes du ruban, les scientifiques ont commencé à réviser les modèles de la forme de l'héliosphère. La bulle lisse et à peu près sphérique a été remplacée dans de nombreux modèles par une structure plus comprimée et asymétrique, avec le bord avant enfoncé par la pression du champ interstellaire et le bord arrière étiré derrière notre mouvement à travers la galaxie. Voyager 1 a traversé un point spécifique de cette structure asymétrique. Voyager 2 a traversé un point différent. Les deux traversées ne correspondaient pas. Voyager 2 a franchi l'héliopause le 5 novembre 2018 à environ 119 unités astronomiques de notre étoile, soit environ 17,8 milliards de kilomètres. Voyager 1 avait traversé 6 ans plus tôt, à environ 121 unités astronomiques, mais dans une direction différente de l'espace. Les scientifiques avaient un point de données de Voyager 1. Maintenant, ils en avaient un second de Voyager 2. La comparaison a révélé que la frontière de l'héliosphère n'est pas la même dans toutes les directions, et les différences étaient suffisamment significatives pour exiger une explication. Voyager 2 a traversé la frontière dans l'hémisphère sud de l'héliosphère, à un angle pointant vers le bas par rapport au plan des planètes. Voyager 1 a traversé dans l'hémisphère nord. La frontière au point de traversée de Voyager 2 était mesurément différente en température. Le plasma, juste à l'intérieur de la frontière du côté de Voyager 2, était plus chaud que ce que Voyager 1 avait mesuré de son côté. Et la traversée elle-même était légèrement plus nette, plus abrupte. Cette différence de température a intrigué les chercheurs. L'héliogène du côté sud semblait être plus chaude que les modèles ne le prévoyaient. Voyager 2 a aussi confirmé quelque chose que Voyager 1 avait d'abord laissé entrevoir. Juste à la frontière, dans une fine couche, le plasma était extrêmement chaud. Bien plus chaud que le plasma du vent solaire du côté intérieur. Les scientifiques ont mesuré des températures dans cette couche frontalière atteignant des dizaines de millions de degrés. Cette chaleur doit venir de quelque part. Et l'explication principale est que les particules du vent solaire sont chauffées par un processus impliquant l'interaction avec le plasma interstellaire au point de traversée. Au-delà de cette fine couche chaude, les deux voyagers sont entrés dans le même milieu interstellaire. Et ce que Voyager 1 y a trouvé, dans le silence au-delà de la frontière, était un espace interstellaire qui est tout sauf immobile. Au-delà de l'héliopause, l'espace interstellaire semble calme. Pas de vent solaire, pas de choc terminal, pas de turbulence de l'héliogène, juste le plasma dilué de l'espace entre les étoiles, le faible champ magnétique interstellaire et le sifflement des rayons cosmiques galactiques arrivant de toutes les directions.
Voyager 1 avait à peine franchi la frontière, quand son instrument d'onde plasma a capté quelque chose qui n'avait aucun droit d'être là. En avril 2013, environ 7 mois après la traversée, Voyager 1 a détecté des oscillations dans le plasma qui l'entourait. L'instrument a enregistré une fréquence spécifique de vibration des électrons, le genre qui permet aux scientifiques de calculer la densité du plasma environnant. La détection en elle-même était utile. Ce qui l'a rendue frappante était ce qui l'avait déclenchée. Les oscillations avaient été causées par une puissante explosion d'énergie de notre étoile. Une grande éruption solaire s'était produite en mars 2013 et l'onde de pression qu'elle avait envoyée vers l'extérieur avait voyagé jusqu'à la position de Voyager, à plus de 19 milliards de kilomètres à l'époque. Quand elle est arrivée, elle a comprimé le plasma interstellaire local assez fort pour le faire résonner, de la même manière qu'une cloche frappée vibre à une tonalité spécifique. Les scientifiques ont appelé ces événements des tsunamis de plasma. Le nom est approprié. Une éruption solaire génère une onde de choc qui se déplace à travers le vent solaire, franchit l'héliopause et continue de voyager dans l'espace interstellaire, perturbant le plasma qu'elle traverse. Voyager 1 a détecté au moins 3 de ces événements dans les années suivant sa traversée. Chaque détection servait un but au-delà de prouver que l'influence de notre étoile s'étend au-delà de la frontière. Les oscillations donnaient aux scientifiques un moyen de mesurer la densité du plasma interstellaire local avec précision. Chaque fois qu'un tsunami frappait et que le plasma résonnait, la fréquence de l'oscillation révélait exactement quelle était la densité du milieu à cet endroit spécifique. C'est comme cela que le chiffre de 40 fois plus élevé que prévu a été mesuré directement. L'existence de ces ondes qui se propagent change aussi la façon dont nous pensons la relation entre l'espace interstellaire et l'activité stellaire. Les éruptions des étoiles ne s'arrêtent pas à leurs propres frontières. Un événement suffisamment puissant peut perturber le milieu interstellaire de manière significative, atteignant et perturbant le plasma sur des milliards de kilomètres dans toutes les directions. Dans une galaxie pleine d'étoiles, toutes éruptant à des rythmes différents, le milieu interstellaire est constamment poussé, comprimé et perturbé de tous les côtés. Notre étoile fait cela en ce moment. Et il est probable que d'autres étoiles proches font la même chose à la région d'espace interstellaire entre nous et elle. Les tsunamis de plasma étaient une nouvelle découverte. Mais il y avait déjà une caractéristique qui attendait dans les données que Voyager rassemblait depuis des années à l'intérieur de l'héliosphère. Une caractéristique qui pointait vers une région spécifique et mesurable juste au-delà de la frontière. Cette caractéristique est un mur, une compression dense d'atomes d'hydrogène. Et elle raconte une histoire sur la façon dont l'héliosphère rencontre la galaxie à son extrême bord. Imaginez l'héliosphère en mouvement. Notre système solaire ne reste pas immobile. Il voyage à travers la galaxie à environ 83 000 km/h par rapport au milieu interstellaire local environnant. L'héliosphère, la bulle entière, se déplace avec lui, poussant dans le matériel interstellaire devant. Au bord avant, les atomes d'hydrogène interstellaire s'amoncellent. Les particules chargées du vent solaire et le champ magnétique de l'héliosphère dévient la plupart du plasma interstellaire autour des côtés de la bulle. Mais les atomes d'hydrogène neutre ne sont pas déviés par les champs magnétiques. Ils dérivent vers l'héliosphère et s'accumulent juste à l'extérieur du nez, comprimés et ralentis par l'interaction. Cet amoncellement d'hydrogène neutre forme une couche détectable qui se situe juste au-delà de l'héliopause. Voyager 1 et Voyager 2 ont tous deux détecté un signal cohérent avec ce mur d'hydrogène. L'instrument ultraviolet de chaque vaisseau a mesuré un faible excès de lumière ultraviolette dans la direction vers laquelle le système solaire se dirige. La signature d'une région d'hydrogène plus dense que la moyenne, assise devant nous dans l'espace. En 2018, le vaisseau New Horizons, qui avait déjà complété son survol de Pluton, a confirmé le signal depuis son propre point d'observation, beaucoup plus proche du système solaire interne.
son capteur ultraviolet a détecté le même faible éclat dans la même direction. Pourquoi cela importe-t-il? Parce que le mur d'hydrogène est une caractéristique que d'autres étoiles devraient aussi posséder. Si notre système solaire en crée un en se déplaçant à travers le milieu interstellaire, alors toute étoile avec un vent stellaire équivalent, se déplaçant à travers son environnement gazeux local, devrait produire le même genre d'amoncellement à l'extérieur de sa propre frontière. En 2022, une équipe de scientifiques a analysé des données du télescope spatial Hubble et a trouvé des preuves de murs d'hydrogène autour d'un petit nombre d'autres étoiles. Les signatures étaient faibles, mais statistiquement significatives. C'était la première fois que nous avions des raisons de croire que nous détections les régions frontalières extérieures d'autres systèmes stellaires à distance. Cela transforme ce que Voyager a mesuré. Le mur d'hydrogène n'est pas juste une caractéristique intéressante au bord de notre système solaire. C'est un type de marqueur, une signature qui pourrait en principe être utilisée pour détecter les frontières des bulles stellaires autour d'autres étoiles depuis la Terre. Et cela mène à une idée plus étrange. Si le mur d'hydrogène émet un faible signal ultraviolet détectable à des distances interstellaires, alors toute civilisation suffisamment avancée près d'une étoile, avec une telle frontière, pourrait potentiellement détecter la nôtre. Le bord de notre système solaire est, d'une manière discrète, visible. Mais le mur d'hydrogène n'est que la caractéristique la plus extérieure visible près de l'héliopause. Des années avant la traversée, Voyager était déjà entré dans une région étrange à part entière, et étrange pour des raisons qui pointaient vers quelque chose d'ancien et de vaste, entourant toute la région locale de la galaxie. En 2010, Voyager 1 est entré dans une région que ses instruments n'avaient jamais rencontrée. Le vent solaire autour de lui a ralenti presque jusqu'à l'arrêt complet. Le flux de particules chargées qui avait coulé vers l'extérieur depuis notre étoile pendant toute la durée de la mission s'est essentiellement immobilisé. Voyager était toujours à l'intérieur de l'héliosphère, toujours à l'intérieur de la frontière du choc terminal, toujours entouré de matériel du vent solaire, mais ce matériel avait presque complètement cessé de se déplacer vers l'extérieur. Les scientifiques l'ont baptisé la région de stagnation, et cela a soulevé une question immédiate. Si le vent solaire ne se déplaçait plus vers l'extérieur, qu'est-ce qui le maintenait en place? La réponse implique la pression. Le choc terminal, que Voyager avait déjà franchi en 2004, ralentit le vent solaire de vitesse supersonique à subsonique. Au-delà du choc, le vent continue vers l'extérieur à travers l'héliogène, mais à vitesse réduite. À mesure qu'il approche de l'héliopause, la pression externe croissante du milieu interstellaire commence à le repousser. Dans la région de stagnation, ces deux forces atteignent un point d'équilibre approximatif. Le matériel du vent solaire n'a pas disparu. Il est empilé, comprimé contre la frontière extérieure, sans nulle part où aller. Les instruments de Voyager ont mesuré une forte augmentation de l'intensité des rayons cosmiques galactiques pendant cette période. Ces particules de haute énergie provenant de l'extérieur de l'héliosphère affluaient vers l'intérieur à travers la frontière à des taux plus élevés. En même temps, les particules de basse énergie associées au vent solaire diminuaient dramatiquement en nombre. Les deux changements indiquaient que Voyager pressait contre la surface intérieure même de la frontière extérieure de l'héliosphère. Ce qui a surpris les scientifiques était l'épaisseur et la complexité de la région de stagnation. Ils avaient prévu une couche relativement mince avant l'héliopause. Voyager a voyagé à travers la zone de stagnation pendant environ 2 ans avant de traverser la frontière. C'est un long moment pour traverser une région où le vent solaire s'est essentiellement arrêté. Il y avait une caractéristique de plus dans la région de stagnation qui a attiré l'attention des scientifiques. Les mesures suggéraient que la région était aussi un site de reconnexion magnétique active, un processus où des lignes de champ magnétique opposées se rompent et se reconnectent, libérant de l'énergie. Le même processus qui alimente les éruptions solaires plus près de notre étoile. Trouver des preuves de ce processus dans la région de stagnation signifiait que la région frontalière de l'héliosphère était énergétiquement active, pas passive. Une frontière passive contient simplement
une frontière énergétiquement active fait du travail. Elle sert de médiateur, convertit et échange de l'énergie entre l'environnement solaire et l'environnement interstellaire. Cette distinction transforme ce qu'est l'héliosphère, d'un conteneur statique à une interface dynamique. Et l'environnement interstellaire avec lequel l'héliosphère faisait interface avait sa propre structure, sa propre histoire et ses propres propriétés surprenantes, construites par des forces opérant à des échelles qui éclipsent entièrement le système solaire. Notre système solaire voyage à travers une région spécifique de l'espace interstellaire depuis les derniers millions d'années. Un nuage fin et chaud de gaz que les astronomes appellent le nuage interstellaire local. Connu informellement sous le nom de duvet local, il s'étend sur environ 30 années-lumière de diamètre. Notre système solaire se trouve près de l'un de ses bords. Et le fait que nous soyons près du bord n'est pas un détail trivial. Le duvet local est un nuage de gaz d'hydrogène et d'hélium partiellement ionisé. Plus chaud et moins dense que le milieu interstellaire moyen, il se situe à l'intérieur d'une structure beaucoup plus vaste, appelée la bulle locale. Une vaste cavité de basse densité d'environ 1000 années-lumière de diamètre dans la région locale de la Voie lactée. La bulle locale a été creusée au cours de millions d'années par des explosions de supernovas d'étoiles massives proches. Ces explosions ont projeté le gaz environnant vers l'extérieur, créant une cavité chaude et ténue. Et nous sommes assis à l'intérieur. Notre système solaire est entré dans le duvet local relativement récemment en termes astronomiques et devrait en sortir dans les prochains milliers d'années, peut-être beaucoup plus tôt. Certains modèles suggèrent que la sortie pourrait se produire dans seulement 2000 ans. D'autres suggèrent que nous avons peut-être déjà atteint le bord. L'incertitude vient de mesures imprécises de la frontière exacte du nuage. Pourquoi cela importe-t-il ? Parce que les propriétés du milieu interstellaire que l'héliosphère traverse directement affectent la taille, la forme et la capacité de protection de l'héliosphère. Le duvet local a une densité et une température spécifiques qui fixent la pression externe agissant sur l'héliosphère. Si notre système solaire sort du nuage et entre dans une région différente de la bulle locale, la pression externe change. Si nous sortons dans une région de moindre densité, l'héliosphère s'étend. Une héliosphère plus grande signifie plus de protection contre les rayons cosmiques galactiques. Si nous entrons dans une région plus dense, l'héliosphère se comprime. Une héliosphère plus petite signifie plus de rayonnement cosmique galactique, atteignant les planètes intérieures, y compris la Terre. Ce n'est pas de la spéculation sur quelque chose de lointain et d'abstrait. Des chercheurs étudiant des carottes de glace de l'Antarctique et des carottes de sédiments océaniques des grands fonds ont trouvé des preuves de flux élevés de rayons cosmiques à divers moments du passé de la Terre. Certains de ces épisodes sont en corrélation avec des périodes d'ionisation atmosphérique accrue, des changements potentiels de formation nuageuse et d'autres effets environnementaux encore étudiés. Que des changements passés dans la protection de l'héliosphère aient contribué à l'un de ces épisodes est un domaine de recherche actif. La connexion n'a pas été confirmée, mais le mécanisme est physiquement plausible et pris au sérieux. Les mesures de voyager du milieu interstellaire, juste au-delà de l'héliopause, donnent aux scientifiques le premier échantillon réel, in situ, de ce que le duvet local contient réellement à la frontière avec notre héliosphère. Chaque mesure que l'engin fait calibre directement les modèles utilisés pour prédire ce qui se passe quand notre système solaire entre dans la prochaine région de l'espace interstellaire. La bulle locale n'est pas qu'une cavité vide, c'est une cicatrice. Il y a environ 14 millions d'années, une série d'étoiles massives dans l'association stellaire Scorpion-Centaure, une région de jeunes étoiles chaudes relativement proches dans la galaxie, ont commencé à mourir en séquence. À mesure que chaque étoile épuisait son carburant, elle explosait en supernova, libérant plus d'énergie en quelques secondes que notre étoile n'en émettra au cours de sa vie entière. Ces explosions ont envoyé des ondes de choc vers l'extérieur, dans le gaz interstellaire environnant. Au fil de millions d'années, explosion après explosion, les ondes de choc en expansion ont fusionné et poussé le gaz environnant dans une coquille croissante,
évidant une vaste région de l'espace. Le résultat est la bulle locale. Ces parois sont faites de gaz interstellaires comprimés et balayés que les explosions ont poussés vers l'extérieur. Ce gaz se trouve maintenant au bord de la bulle, dense et détectable. À l'intérieur de la bulle, la densité du gaz est bien inférieure à la moyenne galactique, environ 100 fois moins dense que le milieu interstellaire typique. En 2022, une étude utilisant les données du satellite Gaia de l'Agence spatiale européenne, combinée avec d'autres études, a cartographié la structure tridimensionnelle de la bulle locale en détail. La recherche a trouvé qu'essentiellement toutes les régions de formation stellaire, jeunes et proches, à quelques milliers d'années-lumière, se situent sur ou près de la surface de la coquille en expansion de la bulle locale. L'expansion de la coquille, toujours en cours à environ 4 miles par seconde, comprime le gaz à ses bords depuis des millions d'années. Et ce gaz comprimé est ce qui finit par s'effondrer pour former de nouvelles étoiles. La bulle locale est, au sens littéral, une usine à étoiles alimentée par d'anciennes morts stellaires. Le voyage de voyager existe à l'intérieur de ce contexte. Le milieu interstellaire qui l'échantillonne juste au-delà de l'héliopause est du matériel de la bulle locale. Du gaz de basse densité façonné par des millions d'années d'explosions stellaires. Le champ magnétique que voyager a mesuré dans l'espace interstellaire fait partie de la structure magnétique interne de la bulle locale, qui est elle-même un vestige des champs comprimés et réorganisés par ces anciennes explosions. Quand les instruments de voyagériens ont montré que la direction du champ magnétique interstellaire correspondait à la direction du champ de notre système solaire plus étroitement que prévu, un facteur contributif possible était l'origine partagée des deux champs à l'intérieur de l'environnement magnétique de la bulle locale. Voyager 1 a été lancé en septembre 1977. Sa mission principale était de survoler Jupiter et Saturne et de renvoyer des images. En 1980, ce travail était terminé. Les documents de planification pour la mission étendue au-delà des planètes extérieures étaient essentiellement un espoir ajouté après coup, construit sur la possibilité que les instruments puissent continuer de fonctionner. Ils ont continué de fonctionner pendant près de 5 décennies. Les instruments à bord étaient conçus avec la technologie des années 70 et calibrés pour une mission à travers le système solaire externe, pas pour échantillonner l'espace interstellaire. Plusieurs des instruments originaux avaient déjà échoué ou été éteints pour conserver l'énergie au moment où Voyager a franchi l'héliopause. Ce qui restait était une boîte à outils partielle opérée bien au-delà de sa durée de vie prévue, envoyant des données à travers plus de 19 milliards de kilomètres via une antenne de la taille d'une grande parabole. L'instrument de science du plasma sur Voyager 1 avait cessé de fonctionner correctement en 1980, avant même que l'engin ne quitte la région des planètes extérieures. Cet instrument était conçu pour mesurer directement les propriétés du plasma. Sa perte était significative. Alors les scientifiques ont improvisé. L'instrument d'onde plasma, qui était conçu pour détecter les oscillations électriques et magnétiques dans le plasma autour du vaisseau, s'est avéré être un substitut. Quand les tsunamis de plasma déclenchés par les éruptions solaires ont frappé la position de Voyager et ont fait osciller le plasma environnant, la fréquence de ces oscillations a directement révélé la densité du plasma. L'instrument mesurait quelque chose pour lequel il n'avait jamais été construit, utilisant une physique que les concepteurs originaux comprenaient mais n'avaient pas prévue comme source de données principale. Cette improvisation a produit certaines des données les plus importantes que Voyager 1 ait jamais renvoyées. Les mesures de densité du plasma qui ont révélé que le milieu interstellaire était 40 fois plus dense que prévu provenaient d'un instrument travaillant bien en dehors de sa spécification originale, interprété à travers une technique développée des décennies après le lancement. L'énergie est le facteur limitant maintenant. Chaque vaisseau fonctionne grâce à un générateur thermoélectrique à radioisotope, un dispositif qui convertit la chaleur de la désintégration radioactive du plutonium en électricité. Le plutonium se désintègre à un rythme prévisible et avec lui, la puissance de sortie chute. Chaque année,
Voyager perd environ 4 watts de puissance. Pour compenser, l'équipe du Jet Propulsion Laboratory de la NASA éteint systématiquement les chauffages et les systèmes non essentiels pour garder les instruments scientifiques en fonctionnement. D'ici la fin des années 2020, les instruments restants n'auront probablement plus assez d'énergie pour fonctionner et transmettre des données utilisables. Le signal s'éteindra, pas d'un coup, mais instrument par instrument, jusqu'à ce que le vaisseau devienne un objet silencieux se déplaçant à travers l'espace interstellaire à environ 61 000 km/h, sans personne pour écouter. En 2023, cette contrainte est entrée en collision avec un problème matériel. Voyager 1 a commencé à renvoyer des données brouillées depuis l'un de ses ordinateurs de bord. Le système de données de vol, responsable de l'empaquetage des données scientifiques et d'ingénierie pour la transmission, renvoyait des lectures corrompues. Pendant plusieurs mois, les scientifiques n'ont reçu aucune donnée scientifique utilisable du vaisseau. L'équipe du Jet Propulsion Laboratory de la NASA a résolu le problème à distance, envoyant des commandes à travers plus de 22 heures-lumière d'espace et attendant des réponses qui prenaient presque 2 jours aller-retour à chaque fois. Le diagnostic a pris des mois. Finalement, les ingénieurs ont identifié la source. Une seule puce mémoire corrompue dans le système de données de vol avait fait utiliser au ordinateur une section défectueuse de la mémoire lors de la compilation des données pour la transmission. La solution a nécessité de réécrire le logiciel pour contourner la puce endommagée en redistribuant le code affecté à travers d'autres emplacements mémoire. La réparation a été implémentée avec succès en avril 2024 et Voyager 1 a repris l'envoi de données scientifiques utilisables. L'épisode a illustré à la fois la fragilité et la résilience de la mission. Un vaisseau spatial lancé avec la technologie des années 70, opérant dans l'espace interstellaire avec du matériel qui n'a pas d'équipe de secours ni d'option de réparation sur site, a récupéré d'une panne informatique significative parce que les ingénieurs au contrôle de la mission comprenaient encore ces systèmes assez bien pour diagnostiquer et réparer le problème depuis la Terre. Cette récupération était véritablement incertaine pendant un temps. Il y a eu des moments pendant le diagnostic où l'équipe ne savait pas si le vaisseau pouvait être récupéré du tout. La vitesse de transmission actuelle de Voyager 1 est d'environ 160 bits par seconde. C'est extraordinairement lent selon n'importe quel standard moderne. Télécharger un seul cadre vidéo en définition standard à ce rythme prendrait des heures. Les données scientifiques qui reviennent sont comprimées, priorisées et soigneusement gérées pour extraire le maximum d'informations du minimum de bandes passantes. Chaque bit de données que Voyager envoie maintenant est, dans un sens direct, irremplaçable. Il n'y a aucun autre instrument nulle part près de sa position. Quand il se taira, le silence couvrira une région de l'espace qu'aucun objet fabriqué par l'homme n'atteindra à nouveau pendant des générations. Quand Voyager a franchi l'héliopause et que ses instruments ont enregistré le bond d'intensité des rayons cosmiques galactiques, la lecture n'était pas juste scientifiquement intéressante. C'était une mesure directe de combien l'héliosphère réduit l'environnement de rayonnement cosmique par rapport à ce qui existe au-delà. Les rayons cosmiques galactiques sont des particules de haute énergie, principalement des protons et des noyaux atomiques, accélérés à des vitesses extrêmes par des explosions de supernovas lointaines, des pulsars et d'autres événements de haute énergie à travers la galaxie. Ils voyagent à une vitesse proche de celle de la lumière et transportent une énergie énorme. L'héliosphère réduit le nombre de ces particules qui nous atteignent. Le vent solaire, les champs magnétiques à l'intérieur de l'héliosphère et la structure du choc terminal dévient et disperse les rayons cosmiques galactiques de plus basse énergie avant qu'ils ne puissent voyager vers l'intérieur. Les données de Voyager ont permis aux scientifiques de quantifier cet effet avec de vraies mesures pour la première fois. À l'extérieur de l'héliopause, l'intensité des rayons cosmiques galactiques est environ 2 à 3 fois plus élevée qu'à l'intérieur de l'héliosphère, selon la gamme d'énergie mesurée. Ce facteur représente la contribution de protection de l'héliosphère elle-même. Pour les astronautes,
ce facteur compte énormément. Les missions à l'intérieur de l'héliosphère exposent déjà les équipages à des doses élevées de rayons cosmiques, particulièrement pendant les périodes de calme solaire, quand le vent solaire faiblit et plus de rayons galactiques atteignent le système interne. Mais des missions qui pourraient un jour aller au-delà de l'héliopause feraient face au flux complet et non atténué de rayons cosmiques du milieu interstellaire. L'héliosphère module aussi le flux de rayons cosmiques selon un cycle lié à l'activité solaire. Pendant les périodes de forte activité solaire, le vent solaire plus puissant dévie plus de rayons cosmiques galactiques, réduisant le flux à l'intérieur de l'héliosphère. Pendant le minimum solaire, le flux augmente. Cette modulation était théorisée depuis des décennies. Les mesures de Voyager ont donné aux scientifiques un point de référence pour comprendre à quoi ressemble le flux non modulé, ancrant les calculs de combien l'héliosphère modifie réellement ce que nous recevons. Pour la Terre spécifiquement, l'effet des rayons cosmiques sur l'atmosphère est un sujet de recherche en cours. Les rayons cosmiques galactiques ionisent la haute atmosphère et pourraient jouer un rôle dans les processus de formation des nuages, la chimie atmosphérique, et potentiellement le climat sur des échelles de temps géologiques. La relation est complexe et encore débattue parmi les chercheurs, mais le mécanisme physique est réel. L'héliosphère est en ce sens un filtre variable avec des conséquences planétaires. Cette capacité de filtrage dépend de la taille et de la structure de l'héliosphère, qui dépend de l'environnement interstellaire autour de nous, qui change à mesure que notre système solaire se déplace à travers la galaxie. Tout est connecté. Chaque seconde, environ 1000 particules de haute énergie provenant de toute la galaxie traversent votre corps. Vous ne pouvez pas les sentir. La plupart passent à travers, sans laisser de marque. Mais elles sont réelles, elles sont constantes. Et l'héliosphère est la raison pour laquelle le nombre est 1000 et pas quelque chose de bien plus grand. Voyager 1 se trouve actuellement à plus de 160 unités astronomiques de notre étoile, voyageant plus profondément dans l'espace interstellaire à environ 61 000 km/h. Cela semble rapide. En termes cosmiques, c'est extrêmement lent. À ce rythme, il faudrait environ 73 000 ans pour atteindre le système stellaire le plus proche. Les scientifiques savent qu'il existe une vaste région non cartographiée entre la position actuelle de Voyager et le point où l'influence de l'héliosphère devient véritablement négligeable par rapport au fond galactique. Le concept de sonde interstellaire étudié sérieusement par des scientifiques du laboratoire de physique appliquée de l'université Johns Hopkins envisage une mission qui pourrait atteindre environ 1000 unités astronomiques de notre étoile dans les 50 ans suivant le lancement. Environ 6 fois plus loin que là où se trouve actuellement Voyager 1 et assez loin pour regarder en arrière et cartographier la forme tridimensionnelle complète de l'héliosphère depuis l'extérieur. Pour la première fois, nous pourrions voir la bulle de notre système solaire de l'extérieur, de la même manière que l'on ne peut comprendre la forme d'une montagne qu'en s'en éloignant. La charge scientifique proposée inclurait des instruments que Voyager n'a jamais eus. Des analyseurs de plasma modernes, des détecteurs de poussière, des caméras à atomes neutres et des télescopes ultraviolets capables d'imager le mur d'hydrogène et de cartographier la forme de l'héliosphère depuis l'extérieur. La mission n'a pas encore été approuvée ni financée. C'est un concept avec un fort soutien scientifique et une faisabilité d'ingénierie réelle, en attendant les décisions politiques et budgétaires qui gouvernent l'exploration spatiale. Voyager a posé les questions. La sonde interstellaire y répondrait. Dispersée à travers le plasma et les atomes neutres que les instruments de Voyager mesurent, se trouve de la poussière. De minuscules particules solides allant de quelques molécules à des fractions de millimètres, faites principalement de silicates et de matériaux carbonés. Cette poussière est le résidu d'étoiles mortes, du matériel éjecté par des géantes rouges vieillissantes, expulsé par des explosions de supernovas et réduit en fines particules par des collisions sur des milliards d'années. La poussière interstellaire compte pour plusieurs raisons qui vont au-delà de l'environnement immédiat de l'héliosphère.
Les grains de poussière sont des surfaces où la chimie se produit. Dans les nuages interstellaires froids, les molécules se forment sur les surfaces des grains de poussière, bien plus efficacement que dans la phase gazeuse seule. L'eau, l'ammoniac, le dioxyde de carbone et des molécules organiques plus complexes se forment toutes sur ou interagissent avec les grains de poussière. Quand ces nuages finissent par s'effondrer pour former de nouvelles étoiles et de nouveaux systèmes planétaires, la poussière et la chimie qu'elles transportent sont incorporées dans les planètes, les astéroïdes et les comètes. Le milieu interstellaire est chimiquement actif. Cette phrase peut sembler contre-intuitive. L'espace est froid, dilué et apparemment hostile à la chimie. Mais les preuves rassemblées au fil de décennies de radioastronomie et de spectroscopie racontent une histoire différente. Plus de 200 molécules distinctes ont été détectées dans l'espace interstellaire, identifiées à travers les fréquences radio spécifiques qu'elles émettent ou absorbent. Celles-ci incluent des molécules simples comme l'hydrogène et le monoxyde de carbone, ainsi que des molécules progressivement plus complexes. Le formaldéhyde, le méthanol, l'éthanol, le glycolaldéhyde, qui est un sucre simple. Et en 2023, les astronomes ont détecté des preuves de pyrène, un hydrocarbure aromatique polycyclique relativement complexe, dans un nuage de formation stellaire. Certains chercheurs ont proposé que le matériel organique interstellaire arrivant sur Terre via les comètes, les astéroïdes et l'afflux direct sur des milliards d'années a contribué à l'inventaire de composés carbonés disponibles pendant l'émergence de la vie. Cette idée reste activement débattue. La connexion chimique entre les organiques interstellaires et les molécules biologiques est réelle en termes de similarité structurelle. Mais savoir si l'apport interstellaire a joué un rôle significatif dans l'émergence de la vie sur Terre reste une question non résolue. La poussière que Voyager traverse maintenant, dans la région du duvet local de la bulle locale, transporte la signature chimique de l'histoire de la bulle locale. Les explosions de supernovas qui ont créé la bulle ont dispersé du matériel stellaire dans le milieu environnant. Cela signifie que du matériel tombant à travers l'héliosphère et atteignant le système solaire interne transporte des atomes forgés dans des étoiles qui ont explosé il y a des millions d'années, à 1000 années-lumière de distance. La Terre elle-même est en partie faite de ce matériel, incorporé lors de la formation du système solaire il y a 4 milliards et demi d'années. La Voie lactée est une galaxie spirale barrée. Son disque fait environ 100 000 années-lumière de diamètre et quelques milliers d'années-lumière d'épaisseur. Notre système solaire se situe à environ 26 000 années-lumière du centre galactique, dans une région entre deux bras spiraux majeurs appelés l'éperon d'Orion. La position compte. Les bras spiraux sont des régions de densité stellaire plus élevée, de gaz comprimés, de formation stellaire active et par conséquent de plus de supernovas par unité de volume que les régions entre les bras. Notre système solaire traverse un bras spiral environ tous les 150 millions d'années pendant qu'il orbite autour du centre galactique, un voyage qui prend environ 225 millions d'années par orbite. Pendant ces traversées de bras, l'héliosphère fait face à une pression externe plus élevée, due au gaz interstellaire plus dense, et à des flux de rayons cosmiques plus élevés, dus à l'activité stellaire proche. Si l'héliosphère se comprime significativement pendant ces traversées, l'environnement des rayons cosmiques sur Terre change. C'est la version à la plus grande échelle du même mécanisme que Voyager a mesuré à l'héliopause. La pression externe change la position de la frontière. La position de la frontière change la protection. La protection change ce qui atteint la Terre. L'architecture galactique n'est pas un décor. C'est une variable active dans l'histoire environnementale de la Terre. Des chercheurs étudiant les archives géologiques et biologiques ont cherché une périodicité dans les événements qui pourraient être en corrélation avec l'orbite galactique du système solaire. Certaines analyses ont suggéré des corrélations possibles entre les périodes de flux de rayons cosmiques élevés liés aux traversées de bras spiraux et des intervalles de changement accrus de la biodiversité dans les archives fossiles. Ces corrélations proposées sont statistiques et contestées. Les mécanismes sont physiquement plausibles.
Les données ne sont pas assez précises pour des conclusions définitives. Ce qui est plus fermement établi, c'est que la bulle locale elle-même est un produit de l'environnement du bras galactique. L'association Scorpion-Centaure, dont la chaîne de supernovas a créé la bulle locale, s'est formée au sein et près de la structure du bras local. La bulle est une cicatrice de l'activité stellaire du bras spiral. Et nous dérivons à travers son intérieur. La Terre porte un registre de son environnement cosmique écrit dans la chimie des roches anciennes, des sédiments océaniques et des carottes de glace. Le signal le plus clair implique le fer 60, un isotope radioactif produit lors des explosions de supernovas. Le fer 60 est essentiellement absent de l'inventaire naturel du système solaire car il se désintègre avec une demi-vie d'environ 2,6 millions d'années, bien plus courte que l'âge du système solaire. Quand le fer 60 apparaît dans les archives géologiques de la Terre, il a dû arriver de l'extérieur, déposé par des grains de poussière interstellaire transportant du matériel d'une supernova récente et proche. Plusieurs équipes de recherche ont trouvé des concentrations élevées de fer 60 dans les sédiments des grands fonds marins et dans les échantillons de la surface lunaire, dans des couches datées d'environ 2 à 3 millions d'années, et à nouveau autour d'une période de 6 à 8 millions d'années. Le signal de 2,5 à 3 millions d'années est le plus fort et le mieux confirmé. Il correspond à la livraison de poussière interstellaire provenant de supernovae dans l'association Scorpion-Centaure, qui était assez proche et assez récente pour faire pleuvoir du matériel dans le système solaire interne. Cette période de dépôt coïncide avec la phase d'héliosphère comprimée qui aurait accompagné les événements de supernovae. Quand une supernova explose à proximité, son onde de choc peut temporairement comprimer l'héliosphère de manière dramatique, réduisant son rayon et permettant à des flux de rayons cosmiques plus élevés d'atteindre la Terre pendant des milliers d'années. La période de 2,5 à 3 millions d'années dans les archives climatiques de la Terre montre le début de la glaciation de l'hémisphère nord, un changement significatif de l'état climatique de la Terre. La connexion causale entre les événements de supernova et la glaciation n'est pas confirmée. Mais la corrélation est suggestive et le mécanisme physique plausible. Le registre isotopique et les données de Voyager sont les deux bouts de la même histoire. L'histoire de comment l'histoire de la galaxie a atteint le système solaire et laissé des marques dans les sédiments anciens et dans les données de vaisseaux spatiaux que les scientifiques apprennent encore à lire. Voyager impère actuellement de l'énergie à un rythme qui fait que sa durée de vie scientifique restante se mesure en années, pas en décennies. L'équipe de la mission au Jet Propulsion Laboratory de la NASA gère ce déclin avec soin, priorisant les instruments qui renvoient la plus haute valeur scientifique par watt d'énergie consommée. L'instrument d'onde plasma, qui a été central pour les mesures interstellaires les plus significatives, est parmi les instruments que l'équipe travaille à garder opérationnels. Le magnétomètre, renvoyant des données continues sur le champ magnétique interstellaire, en est un autre. Quand ces instruments échoueront, un par un, le vaisseau continuera de transmettre des données d'ingénierie tant que l'émetteur aura de l'énergie, rapportant son propre état de santé depuis des milliards de kilomètres. Finalement, l'émetteur échouera aussi et le signal s'arrêtera. Le vaisseau ne va pas exploser, ni se décomposer, ni cesser de bouger. Il deviendra simplement silencieux, continuant son voyage à environ 61 000 km/h, sans aucun moyen de communiquer. Le silence comptera scientifiquement, parce qu'il n'y a pas de remplacement. Rien d'autre que l'humanité est lancée ne se trouve nulle part près de la position ou de la trajectoire de Voyager. Aucune mission actuellement en développement n'atteindra l'héliopause avant au moins 15 ans. Le fossé dans les mesures interstellaires directes, quand Voyager se taira, durera probablement des décennies. Il y a aussi une dimension humaine au silence qui approche. Les scientifiques qui ont travaillé sur la mission Voyager l'ont fait pendant des décennies, dans certains cas pendant toute leur carrière professionnelle. Le vaisseau spatial est plus vieux que beaucoup d'entre eux. Il a été lancé avant l'Internet moderne, avant que les ordinateurs personnels ne soient courants, avant que les satellites GPS
n'existe. L'équipe qui le maintient actuellement le fait avec une documentation d'un projet qui a commencé dans les années 70, mise à jour et révisée au fil des décennies, portant un savoir institutionnel de plus en plus rare. Quand Voyager se taira finalement, cela marquera la fin de quelque chose qui n'a jamais tout à fait existé auparavant. La première génération de la portée de l'humanité dans l'espace interstellaire. 5 décennies, plus de 22 milliards de kilomètres. Un vaisseau spatial construit avec la technologie des années 70, opéré au-delà de chaque limite prédite, traversant une frontière que des générations de scientifiques avaient modélisée, théorisée et débattue, sans jamais pouvoir l'échantillonner directement. Qu'a prouvé Voyager? Il a prouvé que la frontière extérieure de l'héliosphère est réelle, mesurable et physiquement nette, de manière que les modèles n'avaient que partiellement prédite. Il a prouvé que le milieu interstellaire juste au-delà de l'héliopause est plus dense, plus magnétiquement structuré et plus dynamiquement connecté aux événements à l'intérieur de l'héliosphère que l'image standard d'avant Voyager ne le décrivait. L'anomalie de densité du plasma, la divergence du champ magnétique, les tsunamis de plasma des éruptions solaires atteignant les profondeurs de l'espace interstellaire. Tout cela sont des découvertes confirmées par les données qui ont changé les modèles. Il a prouvé que l'héliosphère est asymétrique. 2 vaisseaux spatiaux traversant la frontière dans 2 directions à 2 moments différents ont renvoyé des lectures différentes. Les propriétés de la frontière varient selon l'emplacement. Il a prouvé que l'espace interstellaire n'est pas passif. Il a une structure. Il a une météo au sens des ondes de pression et des variations de densité. Il a un champ magnétique qui se connecte à l'architecture plus large de la galaxie. La région au-delà de l'héliopause n'est pas un silence vide. C'est un milieu avec son propre caractère physique, façonné par les mêmes processus qui façonnent tout dans la Voie lactée. Et il a soulevé des questions qui prendront des générations à résoudre. L'anomalie de direction du champ magnétique, la forme tridimensionnelle précise de l'héliosphère, l'étendue de l'influence de l'héliosphère au-delà de l'héliopause, les propriétés détaillées du milieu interstellaire local sur de plus grandes distances, la connexion entre l'environnement de la bulle locale et l'histoire des rayons cosmiques de la Terre. Tout cela reste ouvert. Tout cela nécessite le genre de mesure directe que seule une sonde interstellaire peut fournir. Voyager est entré dans quelque chose qui n'aurait pas dû prendre les scientifiques au dépourvu, mais l'a fait. Une frontière plus complexe que les modèles ne la décrivaient. Entourée par un environnement interstellaire plus riche en structure et en physique que l'image d'avant la traversée ne le permettait. Les anomalies étaient réelles. Les surprises étaient réelles. La science qui en a émergé est réelle. L'héliosphère n'est pas juste le bord du système solaire. C'est l'interface entre notre système stellaire local et la galaxie plus large. Une frontière dynamique et respirante qui façonne ce qui atteint la Terre. Ce que l'environnement radiatif de chaque planète à l'intérieur a été à travers le temps géologique. Et à quoi notre système solaire ressemble pour tout instrument l'examinant de l'extérieur. Voyager est toujours là-bas, toujours en mouvement. Pour encore quelques années, toujours à l'écoute et en train de transmettre. Le faible signal arrive toujours au réseau de l'espace profond, retardé de plus de 22 heures, transportant des mesures d'une région de l'espace qu'aucun autre instrument n'a jamais atteinte. Quand le signal s'arrêtera finalement, le vaisseau continuera son voyage. Silencieux, portant tout ce que nous avons envoyé avec lui dans une galaxie qu'il n'a fait qu'à peine commencer à traverser. L'image qu'a émergée des 5 décennies de voyage et de données de Voyager est une image de connexion profonde. Le système solaire est connecté au milieu interstellaire à travers sa frontière perméable. Le milieu interstellaire est façonné par l'histoire des explosions stellaires proches. Ces explosions sont menées par l'évolution stellaire à travers la galaxie. La structure de la galaxie détermine où les explosions se produisent et comment le milieu interstellaire est organisé dans différentes régions.
Et tout cela se répercute sur ce qui se passe à l'intérieur de l'héliosphère, ce qui atteint la Terre, ce que l'environnement radiatif de notre planète a été et sera. Voyager est un point de données dans ce système connecté. Un petit vaisseau spatial vieillissant et s'éteignant, voyageant en ligne droite à travers une galaxie de 200 milliards d'étoiles. Ce qu'il a mesuré est déjà tissé de manière permanente dans les archives scientifiques. Ce qui vient ensuite est une question avec de vraies réponses, pas seulement des aspirations. Mais les mesures que Voyager fait dans ces dernières années ne sont pas redondantes. Elles étendent une ligne de base qui a pris des décennies à construire et en prendra des décennies à reconstruire quand la prochaine mission atteindra finalement l'espace interstellaire. Le faible signal arrive encore. Retardé de plus de 22 heures. Transportant des mesures d'une région de l'espace qu'aucun autre instrument n'a jamais atteinte. Quelque part devant Voyager 1, dans la direction où le vaisseau voyage, le milieu interstellaire continue. Des régions plus denses, des régions plus ténues, les parois lointaines de la bulle locale, et plus loin encore, le reste de la galaxie. Voyager se déplacera à travers cet espace pendant des millions d'années après que ces instruments se seront tus. Un morceau de la Terre, voyageant parmi les étoiles, ne mesurant rien, observé par personne. Ce qu'il a mesuré pendant qu'il le pouvait est déjà en train de reformuler la question qui a mené tout ce voyage. Où se termine notre système solaire? Et dans quoi exactement flottons-nous? La réponse, il s'avère, est plus stratifiée que tout modèle ne l'avait prédit. Et nous n'avons fait que commencer à la lire. Chaque vaisseau Voyager transporte un disque de cuivre plaqué or de 30 cm de diamètre. Le disque d'or. On y trouve des sons et des images sélectionnées pour représenter la vie et la culture sur Terre. De la musique de multiples cultures, des salutations dans 55 langues, des sons de la nature et 115 images encodées en format audio analogique. Le disque porte aussi des instructions pour le lire, gravées sur la couverture dans un format conçu pour être auto-explicatif pour une civilisation techniquement capable qui trouverait le vaisseau. Le disque a été assemblé en 1977 sous la direction de l'astronome Carl Sagan et d'un petit comité. Le processus de sélection était délibéré et sérieux. L'équipe comprenait qu'elle prenait des décisions sur ce qu'il fallait inclure dans un message qui survivrait à chaque institution humaine actuellement en existence. Ce que les données scientifiques de Voyager ajoutent à l'histoire du disque d'or et du contexte. Le disque est maintenant réellement dans l'espace interstellaire. Il a franchi l'héliopause. Il voyage à travers le milieu interstellaire local que les instruments de Voyager caractérisent. L'objet physique portant la salutation de l'humanité est intégré dans l'environnement que les instruments scientifiques autour de lui mesuraient. La probabilité pratique que le disque soit trouvé et interprété est extraordinairement faible. La Voie lactée contient environ 200 milliards d'étoiles. Voyager un voyage vers un point spécifique dans une galaxie énorme et sa trajectoire n'approche de près aucune étoile pendant des dizaines de milliers d'années. La valeur du disque n'a jamais été principalement pratique. Elle était culturelle, philosophique et scientifique dans un sens différent. Elle a forcé l'humanité à réfléchir à ce qu'elle dirait d'elle-même si on lui en donnait la chance, et à penser sérieusement à l'échelle de l'univers qu'elle habite. L'exercice de sélection du contenu du disque a exigé de penser à la Terre de l'extérieur, de choisir ce qui était le plus essentiel, le plus représentatif, le plus susceptible de communiquer à travers un fossé infranchissable de biologie et de culture. Cet exercice est en soi une sorte de science. La science de la prise de perspective à l'échelle civilisationnelle. Et le voyage du vaisseau qui le transporte a livré exactement cela. Chaque étoile avec un vent stellaire crée un équivalent d'héliosphère. Le terme technique pour la bulle stellaire autour d'une autre étoile est une astrosphère, mais la physique est la même. Le vent stellaire pousse vers l'extérieur, rencontre le milieu interstellaire environnant, crée un choc terminal, une couche frontalière comprimée,
et finalement une frontière extérieure équivalente à l'héliopause. La taille de cette bulle dépend de la force du vent et de la densité et de la pression du milieu interstellaire environnant. Certaines étoiles soufflent des vents bien plus forts que le nôtre et créent des bulles correspondant plus grandes. Les étoiles massives et chaudes peuvent creuser des astrosphères s'étendant sur des dizaines d'années-lumière. Les étoiles plus vieilles et plus froides, avec des vents plus faibles, peuvent avoir des astrosphères plus petites et plus serrées. Avant la traversée de Voyager, les modèles d'astrosphères étaient reconstruits sur notre compréhension de l'héliosphère à partir de mesures internes et d'hypothèses théoriques sur ce à quoi la frontière ressemblerait. Maintenant, avec les mesures directes de Voyager de l'héliopause et du milieu interstellaire juste au-delà, les scientifiques ont un véritable point de calibration de terrain pour la première fois. Des chercheurs étudiant les astrosphères autour d'étoiles proches utilisent le télescope spatial Hubble pour chercher des signatures ultraviolettes de murs d'hydrogène. Le même genre d'amoncellement d'hydrogène neutre que Voyager a détecté autour de notre propre système solaire. La perspective des astrosphères force aussi un changement dans la façon dont nous pensons l'habitabilité. L'effet de protection de l'héliosphère contre le flux de rayons cosmiques est un facteur pertinent pour la vie sur Terre. Une planète orbitant autour d'une étoile avec une astrosphère dramatiquement plus petite ou plus faible subirait un flux de rayons cosmiques galactiques beaucoup plus élevé à sa surface, selon l'épaisseur de son atmosphère. Quand les scientifiques modélisent des planètes potentiellement habitables autour d'autres étoiles, les propriétés de l'astrosphère sont l'un des facteurs environnementaux qui affectent les niveaux de rayonnement en surface. Cela s'applique aussi à travers le temps. La propre astrosphère de notre système solaire, l'héliosphère, a probablement changé significativement au cours de l'histoire de la Terre. Au début du système solaire, le vent de notre étoile était plus fort, créant une héliosphère plus puissante qui s'étendait peut-être plus loin et bloquait plus de rayonnement cosmique. À mesure que l'étoile a vieilli et que le débit du vent a évolué, l'héliosphère a changé. Et tout au long, l'environnement interstellaire que notre système solaire traversait continuait de changer aussi, parce que nous nous sommes déplacés à travers différentes régions de la galaxie sur des milliards d'années. Voyager nous a donné la première vraie mesure de l'endroit où l'héliosphère rencontre la galaxie. À partir de cette mesure, nous pouvons extrapoler en arrière dans le temps et vers l'extérieur dans l'espace. À mesure que le système solaire finira par sortir de la bulle locale au cours des prochains millions d'années, il rencontrera la paroi comprimée de la bulle, le gaz balayé par ses anciennes explosions. Cette paroi est plus dense que le duvet local. Y entrer comprimerait l'héliosphère. Les conséquences exactes pour le flux de rayons cosmiques sur Terre dépendraient de l'ampleur de la compression et sur quelle échelle de temps. Mais la direction de l'effet est claire d'après la physique que Voyager a mesurée directement. La galaxie n'est pas un conteneur statique, c'est un environnement dynamique, et la position et le mouvement de notre système solaire en son sein a des conséquences pour chaque planète à l'intérieur de l'héliosphère. Voyager nous a donné la première mesure de terrain de ce à quoi cette interaction ressemble à la frontière. En regardant vers l'extérieur, depuis la position actuelle de Voyager, la galaxie s'étend dans toutes les directions. Le système stellaire le plus proche, Alpha du Centaure, est encore à 4 années-lumière, une distance que Voyager mettrait environ 73 000 ans à parcourir. Supposons un instant qu'une autre civilisation technologique existe quelque part dans la Voie lactée. Supposons qu'elle ait des instruments assez sensibles pour étudier les systèmes stellaires proches à des distances interstellaires. Qu'observerait-elle à propos de notre système solaire de l'extérieur ? Elle détecterait probablement notre étoile par son émission spectrale, l'identifiant comme une étoile d'âge moyen, modérément active, de type ordinaire. Avec une sensibilité ultraviolette suffisante, elle pourrait détecter un faible excès d'émissions ultraviolettes dans la direction où notre système solaire se dirige. La signature du mur d'hydrogène à l'héliopause. Ce que les données de Voyager apportent à cette expérience de pensée est de la calibration. En mesurant l'héliosphère de l'extérieur, nous comprenons mieux ce qu'une civilisation à distance interstellaire mesurerait
en étudiant un système stellaire avec une héliosphère. La luminosité du mur d'hydrogène, la signature de modulation des rayons cosmiques, la forme générale de la région frontalière. Tout cela devient prévisible à partir des mesures de Voyager et peut être utilisé pour interpréter ce que des instruments distants pourraient ne détecter autour d'autres étoiles. Dans ce cadre, la traversée de Voyager n'était pas seulement un accomplissement scientifique. C'était un pas vers la compréhension de comment notre système solaire apparaît comme un objet vu de l'extérieur, de la manière dont une civilisation distante le verrait. Le 14 février 1990, quand Voyager 1 se trouvait à environ 6 milliards de kilomètres de la Terre, les scientifiques du projet ont ordonné au vaisseau de tourner sa caméra vers le système solaire interne. L'image résultante montrait un point bleu pâle contre l'obscurité. La Terre visible comme une fraction de pixels suspendue dans un faisceau de lumière solaire diffusée. Carl Sagan, qui avait poussé pour que l'image soit prise, l'a plus tard décrite comme une démonstration de l'insignifiance de la place de l'humanité dans l'univers et de la responsabilité que cette reconnaissance implique. L'image est devenue l'une des plus largement référencées dans l'histoire de l'exploration spatiale. Au moment où Voyager 1 a franchi l'héliopause 2 décennies plus tard, ses caméras avaient été éteintes depuis longtemps pour conserver l'énergie. Aucune image n'existe de ce à quoi la Terre ressemble depuis l'espace interstellaire, depuis au-delà de la frontière du système solaire lui-même. Cette image n'a jamais été prise. Mais les mesures scientifiques que Voyager a faites depuis l'espace interstellaire racontent une version de cette histoire. L'héliosphère, la bulle qui contient toute la vie connue dans l'univers, est confirmée avoir un rayon d'environ 120 unités astronomiques du côté de Voyager 1. Elle est irrégulière, respirante, magnétiquement complexe et façonnée par des forces qui trouvent leur origine bien au-delà d'elle. Notre système solaire apparaîtrait comme une caractéristique subtile du milieu interstellaire local. Une région où la densité du plasma est plus basse, où le champ magnétique est organisé différemment, où des signatures ultraviolettes laissent entrevoir un mur d'hydrogène à la frontière. Il ne semblerait pas spécial. Il ressemblerait à l'une des nombreuses bulles stellaires enchâssées dans l'intérieur de la bulle locale. Cette ordinarité fait partie de ce que Voyager a établi. L'héliosphère est un type de structure. D'autres étoiles en ont. La physique qui les produit est universelle. Ce que Voyager a mesuré est l'instance spécifique d'un phénomène général. Et cette spécificité nous donne la vérité de terrain dont nous avons besoin pour comprendre toutes les autres instances. Avant que Voyager 1 ne traverse l'héliopause, la science héliosphérique était principalement une discipline théorique et de télédétection. Les scientifiques construisaient des modèles de la frontière de l'héliosphère à partir de mesures indirectes, de flux d'atomes neutres énergétiques, de spectres de rayons cosmiques, d'observations ultraviolettes du mur d'hydrogène et des propriétés du plasma du vent solaire à diverses distances. Les modèles étaient bien sophistiqués, mais ils n'avaient jamais été testés contre une mesure directe in situ de la frontière elle-même. Voyager a changé cela de manière permanente. L'anomalie de densité du plasma seul, le fait que le milieu interstellaire était environ 40 fois plus dense que les modèles ne le prédisaient à l'emplacement de l'héliopause, a forcé une révision significative des hypothèses sur l'environnement interstellaire local. Des modèles qui avaient semblé cohérents avec les mesures indirectes se sont avérés faux sur le paramètre le plus fondamental. Combien de matière se trouve réellement là-bas, poussant contre l'héliosphère depuis l'extérieur? La science héliosphérique, après Voyager, est un domaine qui travaille avec de vraies contraintes provenant de la frontière plutôt que des estimations théoriques de ce à quoi la frontière devrait ressembler. Ce passage d'un domaine piloté par les modèles à un domaine piloté par les données est exactement ce dont un domaine scientifique a besoin quand il a épuisé ce qu'il peut apprendre de l'intérieur en regardant vers l'extérieur. La bulle locale continue de s'étendre. La coquille de gaz comprimée balayée vers l'extérieur par la chaîne de supernovae Scorpion-Centaure continue de bouger, de pousser dans le milieu interstellaire environnant, de comprimer le gaz à ses bords.
La vitesse d'expansion est d'environ 6 km par seconde. C'est assez lent pour que la bulle ait grossi pendant des millions d'années et continuera pendant des millions de plus avant de ralentir jusqu'à l'arrêt, à mesure que la différence de pression entre l'intérieur chaud et la paroi comprimée s'égalise. La paroi en expansion est là où de nouvelles étoiles se forment. Notre système solaire est à l'intérieur d'une bulle dont les murs engendrent la prochaine génération de systèmes stellaires. Nous existons dans les suites de la mort stellaire, entourés par le commencement de nouvelles naissances stellaires. L'échelle de ce processus, opérant sur des millions d'années, à travers 1000 années-lumière d'espace, est le genre de contexte qui fait paraître l'héliosphère à la fois énorme et petite simultanément. La paroi elle-même, quand notre système solaire finira par la rencontrer, représentera un changement environnemental significatif. Du gaz de densité plus élevé poussant contre l'héliosphère la comprimera. Le choc terminal se déplacera vers l'intérieur. L'héliogène s'amincira. L'héliopause sera plus proche du système solaire interne. Plus de rayons cosmiques galactiques pénétreront à des distances plus courtes de notre étoile. Cela ne se produira pas soudainement. La transition se fera sur des milliers d'années à mesure que le système solaire passera du duvet à un matériel de plus en plus dense approchant la paroi. Quand cela arrivera, que l'humanité ou ses successeurs existent ou non pour l'observer, les vaisseaux voyagés auront été silencieux depuis des dizaines de milliers d'années, leurs instruments morts depuis longtemps, leur trajectoire les portant en silence à travers quelle que soit la région de l'espace qu'ils traversent. Les données qu'ils ont renvoyées pendant leur vie opérationnelle seront toujours dans des bases de données sur Terre, ou là où le savoir de l'humanité sera stocké d'ici là, fournissant la ligne de base contre laquelle l'héliosphère changée pourra être comparée. Les lectures d'un petit vaisseau spatial, prises sur 5 décennies, serviront de point de référence pour comprendre ce qui a changé.